Bonjour à tous. Club désespérément à l'arrêt, salle fermée et pratiquants désœuvrés. Depuis le mois d'octobre, le monde du sport amateur est en pleine détresse, Frédéric. Alors les aides sont-elles au rendez-vous? Comment aborder une reprise qui s'annonce difficile? On en parle tout de suite avec nos invités dans Dimanche en politique. Et pour en parler, j'accueille à mes côtés Frédéric Lefrançois, monsieur Sport de France 3 Alpes. Fred, notre ligne de départ ce dimanche a plutôt fière allure. Effectivement, et nous recevons aujourd'hui Pierre Scheck, vous êtes économiste du sport, vous enseignez à la faculté d'économie de l'université Grenoble-Alpes. À vos côtés, Pierre Scheck, Michel Savin, bonjour, sénateur Les Républicains d'Isère, spécialiste notamment des questions sportives. Sébastien Guillot, vous êtes gérant et coach d'une salle, le CrossFit Lesdiguières à Grenoble, ouverte depuis 2019. Enfin, Pierre-Emmanuel Dongier, bonjour. Vous êtes le responsable financier du SOC Hockey à Chambéry, club fort de 250 adhérents. Et puis nous serons également en direct depuis Rumilly en compagnie de Bernard Velu. Vous êtes l'un des 4 coprésidents du club de football Rumilly-Vallière, encore qualifié en Coupe de France. On enchaîne tout de suite, Fred, avec la première question. Avec une question nécessaire pour débuter ce débat. Au juste, c'est quoi le sport amateur? Pierre Scheck, on vous a choisi pour essayer de nous donner une définition la plus juste possible, la plus courte possible, sur qu'est-ce que le sport amateur. La plus simple possible. Simplement, quand on parle d'un sportif, on va parler d'un sportif professionnel qui pratique son activité en contrepartie d'une rémunération, puis du sportif amateur qui, lui, va pratiquer sans rémunération, pour son plaisir, pour son loisir. Après, la petite particularité, c'est qu'aujourd'hui, cette organisation du sport amateur, elle se fait à l'aide de professionnels. C'est-à-dire que de plus en plus, aujourd'hui, les clubs font appel à des professionnels pour gérer, organiser, dynamiser leurs pratiques. Il y a des salles de sport, bien évidemment. On pourrait parler des moniteurs de ski, des choses comme ça. Mais même dans les clubs aujourd'hui, dans des pratiques historiquement associatives et amateurs, la natation, l'athlétisme, etc., il y a de plus en plus de salariés qui structurent, qui dynamisent, qui organisent cette pratique amateur. Et qui dit sport amateur, dit aussi, vous le disiez Pierre Scheck, salle marchande. Sébastien, une salle comme la vôtre, c'est important pour essayer de booster son système immunitaire, surtout en ce moment. Oui, complètement. Le fait d'avoir une activité physique régulière va permettre justement de se prémunir, des maladies qui peuvent arriver. Et notamment en ce moment, le virus qui circule depuis déjà 1 an. On va partir direction Rumilly tout de suite pour vous retrouver, Bernard Velu. Vous êtes donc l'un des présidents de ce club qui évolue en National 2. Pour vite resituer l'affaire, le championnat pour vous a débuté fin août, il s'est arrêté fin octobre. Il devait reprendre le 13 mars, c'était une promesse, il ne reprendra pas ce championnat National 2. Et pourtant, vous jouez la Coupe de France. On le voit sur ces images, vous avez battu le FC Annecy il y a de cela à peu près une dizaine de jours. Vous êtes encore qualifié, vous ne jouez pas en championnat, vous jouez la Coupe de France. Quelle situation paradoxale, c'est une vraie saison chaotique. Racontez-nous un petit peu comment vous l'avez vécu cette saison. Oui, c'est une situation chaotique. C'est vrai qu'on avait commencé le championnat, on était bien parti. On avait de bons espoirs que la saison dure plus que l'année dernière. Maintenant, le virus est arrivé, c'est comme ça, on a été confinés. Mais nous, vous savez, on est dans une situation un peu privilégiée. Il y a beaucoup de sports, notamment en salle, qui n'auront jamais rien fait. Nous, on peut encore s'entraîner grâce à la Coupe, on peut encore jouer, on peut encore avoir des contacts avec tous les dirigeants de Rumilly. Et ça, pour nous, c'est énorme. On continue aussi avec vous sur l'ambiance générale de cette saison quand même. Comment on fait pour garder des gens motivés, même si vous jouez un tout petit peu? Il y a eu effectivement la Coupe de France, mais par exemple pour le championnat, des matchs qui doivent avoir lieu, qui n'ont pas lieu, c'est compliqué, non? Oui, c'est compliqué, mais vous savez, aujourd'hui, on essaie de s'adapter aux situations. C'est vrai que pour maintenir les joueurs à un niveau déjà sportif et puis à un autre niveau mental, on a fait des choses qui dérivent un petit peu. C'est-à-dire que les entraînements, comme on ne pouvait plus les faire le soir à 18h, on les faisait le matin à 6h du matin, avant que les joueurs partent au travail. Ensuite, on faisait une petite collation pour qu'ils puissent partir. Et puis tout ça, ça entretient un petit peu les relations. Et puis après, les joueurs, pour se maintenir, c'est vrai que le coach, il y est pour beaucoup. C'est-à-dire qu'à lui d'innover, à lui d'inventer un peu des choses pour que les séances d'entraînement soient motivantes et puis que les gens ils puissent rester dans une forme normale de façon à pouvoir jouer ces fameux matchs de Coupe de France, quoi. Merci. Donc il fallait avoir beaucoup d'imagination pour garder le rythme. Beaucoup d'imagination, beaucoup de soutien aussi, Michel Savin. On a énormément parlé des aides distribuées au monde du sport professionnel. Est-ce que selon vous, en tant que parlementaire, l'État est aussi au rendez-vous pour les sports amateurs, les clubs et les salles marchandes ?
On ne connaît pas les mêmes difficultés lorsqu'on est président ou dirigeant d'un club amateur qu'un club professionnel. Certains clubs amateurs ont pu bénéficier du soutien de l'Agence nationale du sport si des dossiers ont été déposés, notamment pour les associations sportives amateurs, mais qui ont en leur sein des professionnels pour encadrer. Celles-là ont pu bénéficier d'un soutien. Mais aujourd'hui, la plus grande question, c'est ce qui va se passer demain. Parce qu'aujourd'hui, encore, les associations ont pu bénéficier du soutien des collectivités locales qui n'ont pas lâché le monde associatif et amateur notamment. Les collectivités ont continué à apporter leurs subventions malgré la suspension des championnats et des compétitions. Donc, il y a financièrement, certaines arrivent à tenir. Mais la grande interrogation, est-ce qu'on va retrouver, dès que ce sera possible, le nombre de licenciés pour la reprise? Et ça, aujourd'hui, ça inquiète beaucoup le monde associatif sportif. On sait aussi qu'on peut avoir une crise des bénévoles parce que certains vont peut-être lâcher et ne pas revenir comme dirigeants bénévoles dans un club. Ça, c'est un vrai problème aussi, une vraie interrogation. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y a eu des soutiens qui ont été apportés pour une partie des clubs, mais aujourd'hui, je pense que les clubs amateurs sont surtout dans une situation d'interrogation sur l'avenir et attendent rapidement des solutions pour pouvoir redémarrer une activité quasi normale. Alors on va revenir sur cette crise des bénévoles dont vous parlez. Pierre-Emmanuel Danger, est-ce que vous partagez le constat du sénateur Savin? J'imagine que cette réalité-là, vous la vivez au quotidien dans votre club. Oui, effectivement, on la vit. Alors, le soutien, il est là, il est présent de la part des collectivités. Alors, pas toutes. Nous, on est en Savoie. Voilà, il y a des soutiens de nos collectivités très proches, que sont mairie, Grand Chambéry, mairie de Chambéry et Grand Chambéry. Au niveau du département, je pense qu'on est un petit peu moins bien loti que ce qui se passe en Savoie pour comparer avec nos voisins. Mais il y a quand même une forme de soutien. Et j'ai envie de dire, il y a surtout un soutien des adhérents. Les adhérents n'ont pas déserté les clubs. Quand on a monté notre budget 2020-2021, on avait tablé sur 10 à 15% de pertes d'adhérents. On a finalement eu entre 7 et 10% de pertes. Ce qui fait qu'on s'en sort plutôt bien. Ce qui est très inquiétant, et je partage parfaitement votre avis, c'est sur la durée. Puisque les parents, on va dire, les parents qui sont les principaux financeurs, ou alors les adultes loisirs qui payent leur licence, contrairement aux pros, ont accepté de soutenir l'année dernière, de ne rien demander. Cette année, ça va être plus compliqué quand on sait par exemple que pour les jeunes, c'est à peu près 5/9. Nous, c'est 4-5 mois de pratique sur 9, et pour les adultes, c'est 1 mois de pratique sur 9. Donc on va rembourser les licences? Aujourd'hui, on n'y est pas tenu. Par contre, si on veut arriver à garder les gens l'année prochaine, il va falloir faire des gestes très conséquents qui correspondront quasiment à la période non consommée, si je puis dire, sur cette saison. Sébastien Guillot, on a parlé beaucoup dans l'actualité des aides apportées à la restauration, des aides apportées au monde de la culture. Est-ce que vous, à un moment donné, dans ce sport amateur, vous avez eu l'impression d'être un peu oublié ? Pas oublié, mais nous, les aides de l'État, elles sont là. En tant qu'entreprise, elles sont là. On a eu le premier confinement, on a eu des aides qui n'étaient pas assez conséquentes. Uniquement 1 500 €, c'est très peu. Notamment quand on a des loyers, des charges fixes assez importantes. Depuis la fermeture au mois de septembre, l'aide est un peu plus conséquente, de 10 000 € maximum. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les aides arrivent avec du retard. Aujourd'hui, on est quasiment fin mars. Pour ma part, j'ai pas reçu encore l'aide du mois de janvier. Du coup, ça commence à être en retard, la trésorerie commence à être plombée et ça commence à devenir difficile. Et parfois, on se rend compte également que l'accès aux aides est parfois aussi un petit peu compliqué. Est-ce que les clubs amateurs ont les structures nécessaires pour bien comprendre tout ce dont elles peuvent bénéficier, pour faire appel aux bonnes personnes? Et est-ce qu'il n'y a pas parfois même, je dirais, un peu des clubs amateurs qui sont sur le reculoir par rapport à toute cette paperasse administrative qu'il faut développer? Je pense que surtout c'est un manque d'information. Je pense que beaucoup de clubs amateurs, alors il y a des clubs amateurs qui sont quand même structurés avec des équipes dirigeantes importantes et qui là ont les moyens de pouvoir avoir les informations et pour monter des dossiers, pour obtenir des aides. Et puis il y a ces milliers de petits clubs qui tournent avec un président, un trésorier, un secrétaire, quelques bénévoles. Eux n'ont pas la capacité, les moyens d'avoir toutes ces informations. Donc là, il y a un manque d'information du ministère des Sports, mais aussi de l'ensemble des fédérations qui doivent aller vers ceux qui sont les plus en difficulté. Là, c'est vrai qu'il y a un vrai déficit d'information, de communication. Pour revenir sur les aides, c'est un vrai débat qu'on a en ce moment au niveau national. La ministre a annoncé la création d'un passeport à hauteur de 100 millions d'euros.
Pour l'instant, les crédits ne sont pas inscrits, mais on espère qu'ils seront inscrits lors d'un projet de loi de finances. Mais toute la difficulté, c'est de voir quel public va être visé. Autant on le voit dans le pass culture, ça touche l'ensemble des jeunes de moins de 18 ans. Là, on sent que dans les premiers propos qui ont été tenus par la ministre, qu'on va plutôt cibler qu'une partie de la population avec des critères... pas uniquement les licenciés, donc là aussi, voir quels seront ces jeunes, et avec des critères de revenus par rapport pour obtenir ce passeport. Ça veut dire qu'on va exclure toute une partie, pour répondre à votre question, toute une partie des jeunes qui, aujourd'hui, dont les parents veulent reprendre une licence, et celles-là seront exclues. Donc on travaille, nous, du côté du Sénat, pour essayer d'avoir un double dispositif, le passeport, mais aussi une possibilité, pour ceux qui ont déjà payé une licence et qui ont fait un geste pour soutenir le club, que l'année suivante, il y ait peut-être une défiscalisation d'un montant d'une participation de la licence pour vraiment donner un coup de pouce à la reprise. Pierre Chex, vous confirmez que parfois les clubs sont un peu dépassés par même les questions qu'on leur pose? Oui, alors 2-3 petites choses par rapport à ça. La première, c'est par rapport bénévole, professionnalisation. Il y a une professionnalisation des clubs, mais surtout au plan sportif, pas tellement au plan administratif. Donc là, il y a beaucoup de bénévolat et du coup, la gestion des méandres de l'administration pour obtenir des aides n'est pas toujours facile à appréhender. Donc ça, c'est un véritable problème, une véritable difficulté. Le deuxième point, par rapport aux 100 millions qui sont évoqués, il faut rappeler qu'il y a, à la louche, on va dire 15 millions de licenciés en France, hein, dans une fédération. Si vous faites 15 millions, 100 millions, ça fait 6 euros par licencié. Donc si on donne 6 millions à chaque licencié, vous voyez que ça va 6 euros, pardon. Ça va pas beaucoup. Sinon ils sont preneurs. Ouais, sinon ils sont preneurs. Ça va pas beaucoup aider les clubs. Et quand on sait, pour revenir à ce que disait Pierre-Emmanuel Danger tout à l'heure, les cotisations, hein, il y a une étude du Comité national olympique et sportif français l'année dernière qui est sortie. Les sports, les clubs sportifs fédérés, 46% en moyenne, hein, c'est les cotisations de leurs membres. Donc la moitié de leur budget, globalement, c'est les cotisations de leurs membres. Donc c'est considérable. Vous parliez de 5/9, je crois, tout à l'heure. Ouais. Et puis 26%, les activités, prestations de services organisés, toutes ces manifestations qui ont annulé. Donc 75% vont être en grande difficulté. Manifestations annulées, cotisation 50%. Alors on va faire un geste, qu'est-ce qu'on dit? C'est gratuit l'année prochaine, c'est gratuit à 50%. On va voir, je souscris à vos propos de tout à l'heure pour dire que l'année 21-22 va être extrêmement difficile à aborder et compliqué pour les clubs. Le passeport, ça va être bien pour tout ce qui est associatif et tous les clubs de sport, mais pour les salles marchandes, il n'y a rien. Aujourd'hui, on n'a pas eu de message propre du ministère des Sports sur quelles vont être les aides pour les clubs, les salles marchandes, les salles de remise en forme. Aujourd'hui, nous, on est vraiment, entre guillemets, oubliés par la ministre des Sports. Hier, elle a fait une allocution de 8 minutes au Parlement. Sur les 8 minutes, il y a eu 5 secondes sur les salles marchandes. 5 secondes où elle a dit « les salles marchandes, on ne vous oublie pas ». Mais sur la loi sport et sur le plan relance sport, il n'y a rien pour les salles marchandes. Du coup, ça va être difficile aussi pour nous de rebondir là-dessus. Michel Savin, est-ce qu'il faut inclure un volet salles marchandes dans ce plan de relance ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience aussi que cette période a vu aussi une évolution de la pratique sportive. Et ça, c'est une question qu'on doit se poser, notamment le monde fédéral. On a vu une explosion de la pratique individuelle avec des réseaux sociaux qui ont développé l'activité physique. Et donc, quelle sera la conséquence aujourd'hui? Est-ce que les personnes qui étaient dans un club fédéré, qui ont adhéré à suivre cette pratique devant un écran, est-ce que ces gens vont revenir dans le monde fédéré? Ça aussi, c'est important. Et pour les salles privées, je pense qu'il y a un effort à faire. Encore une fois, je pense qu'il faut qu'on soit conscient de la difficulté dans laquelle se trouve le pays. Il y a beaucoup d'aides qui ont été mobilisées pour soutenir l'économie nationale. Moi, je veux dire, écoutez, je ne suis pas de la majorité présidentielle, mais il faut reconnaître qu'il y a eu des efforts importants financièrement qui ont été apportés pour soutenir l'économie. Par contre, vous l'avez dit, je pense qu'il y a un moment, il faudra donner le coup de pouce nécessaire pour qu'il y ait une bonne reprise. Ça ne doit pas s'inscrire dans la durée, mais il y a sur la rentrée de septembre et sur le passeport, on travaille sur la défiscalisation et peut-être un soutien pour une réadhésion dans les clubs, mais quelque chose de ponctuel. Nous allons repartir à Rumilly, nous allons retrouver Bernard Velu. Justement, Bernard Velu, c'est une question qu'on avait envie de vous poser. Cette perte d'adhérence, cette baisse annoncée des effectifs, est-ce que c'est quelque chose que vous craignez à Rumilly? Et si elle devait arriver, est-ce que vous réduiriez la voilure en termes de salariés?
Vous savez, on est un petit peu comme tous les clubs, on se pose des questions. Aujourd'hui, que va être la future année avec les niveaux des adhérents? Bon, aujourd'hui, on a des bons retours par rapport à tous ceux qui sont au club. Je ne pense pas qu'on en aura beaucoup, mais on peut en avoir. Alors, quel club, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau du club pour essayer de faire revenir ces adhérents qui ne seraient pas là? On ne sait pas, peut-être au niveau des prix des licences, peut-être regarder ce qu'on peut faire. Mais aujourd'hui, c'est difficile à dire, c'est difficile à évaluer, parce qu'on fait bien tous les efforts qu'il faut pour que on ait aujourd'hui des salariés qui sont à chômage technique à mi-temps de façon à pouvoir les entraîner le samedi, le dimanche, mais on ne sait pas les conséquences que ça va avoir derrière. Alors c'est vrai qu'on peut avoir des conséquences derrière, mais aujourd'hui, c'est pas palpable. On ne sait pas exactement ce qu'on aura. Donc à nous de bien faire les choses de façon à ce que ces adhérents soient là. Mais vous savez, l'autre question qui se pose aussi, c'est qu'on peut bien avoir toutes les aides possibles et inimaginables. À partir du moment où on n'a pas fait des fondations solides au niveau des bénévoles, parce qu'au niveau des joueurs, on peut avoir des joueurs, on peut avoir des éducateurs. Par contre, c'est tout ce qui tourne autour. C'est-à-dire que les bénévoles qui sont là aujourd'hui, ça fait 4-5 mois qu'ils ne sont pas venus au stade pour certains. Donc, est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce qu'ils ne vont pas revenir? Ça, c'est la question qu'on se pose. Alors, on va justement l'aborder, Bernard Velou. On va arriver justement sur cette question, sur la disparition de certaines classes d'âge aussi et des licenciés. Je vous remercie. Par rapport à ça, Pierre Schex, on a toujours du mal à imaginer en fait que le monde amateur, c'est aussi un monde de salariés. Que dans les clubs, il y a des salariés. Si ça venait à mal se passer, on peut parler, alors le mot est un peu fort, de plan social à ce niveau-là. On va voir un panneau sur lequel on se rend compte du nombre de clubs qu'il y a en France. On a choisi le football, le rugby, le tennis ou encore d'autres sports majeurs. Derrière tous ces clubs, 15 000 clubs de football, 7 500 clubs de tennis, il y a beaucoup de monde qui travaille aussi. Si ça venait à mal se passer, c'est du potentiel emploi qui disparaît, quoi. Oui, bien évidemment. Toujours cette enquête du CNOSF, là, sur 5 000 clubs environ, multisports, tous sports confondus. Il y a 4,7 salariés en moyenne. Donc il y a des clubs sans salariés, d'autres avec un peu plus. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, le monde du sport s'est vraiment professionnalisé, a systématiquement embauché alors soit des éducateurs, soit des administratifs, soit pour faire un peu de com, soit un peu des postes mixtes, mais c'est une réalité de ça. Donc si les clubs sont en grande difficulté financière, à un moment, il va bien falloir qu'ils trouvent des solutions pour sortir de cette difficulté financière, et ça peut passer par des suppressions d'emplois, bien évidemment. Il va falloir aller très vite parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des emplois sont des CDD du sport de 5 ans, renouvelables tous les ans, et donc, si on n'a pas de perspective sur la saison prochaine, les décisions, elles vont être le non-renouvellement des salariés. Donc potentiellement, tout le corps d'encadrants professionnels dont bénéficie aujourd'hui le secteur du sport peut, dans l'été, disparaître purement et simplement parce qu'on ne renouvellera pas ces CDD qui se renouvellent chaque année. Et quand un CDD n'est pas renouvelé, la compétence est perdue. En général, ce sont des gens qui se dirigent vers autre chose. La compétence est perdue parce que ces personnes, elles ne retrouveront pas nécessairement dans le club, elles ne retrouveront pas dans le club, mais ni dans les clubs alentours, parce que tous les clubs seront dans cette même difficulté. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une question de fond à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut faire du sport en France? C'est un élément qui est fondamental. Avant que la Covid arrive, on avait ce message sport-santé sur toutes les lèvres. C'était devenu le dada, sport-santé, sport-santé. On va être dans 4 ans, on est la nation des Jeux Olympiques avec Paris 2024. Aujourd'hui, clairement, si on n'aide pas ce milieu du sport, il va disparaître. Et vous le disiez à juste titre, aujourd'hui, le sport aide à se maintenir en santé, aide à avoir une population qui peut lutter, enfin qui est prédisposée à lutter face à ce genre d'épidémie. Aujourd'hui, je pense que le sport, c'est une des fonctions vitales de notre économie et de notre fonctionnement, de notre société, et on le laisse complètement dépérir sans lui donner de perspective. Alors pour maintenir le sport santé en forme, Michel Savin, vous parliez peut-être de défiscalisation. Ça s'adresserait à qui? Aux associations, aux salles marchandes aussi? Est-ce qu'on pourrait envisager, je ne sais pas, une baisse de la TVA ou une exonération des cotisations URSSAF que vous continuez à payer, je crois, Enfin, qui sont reportés. Qui sont reportés. Chaque mois, on reçoit un mail de l'URSSAF nous disant que les cotisations URSSAF sont suspendues, mais elles sont décalées dans le temps. Mais à la fin du mail, ils nous disent bien, si vous pouvez les payer, payez-les quand même, parce qu'il va falloir les payer un jour. Du coup, ça va être problématique. C'est un sujet que j'ai abordé lors d'un conseil d'administration à l'Agence nationale du sport. Je pense qu'il faut qu'on se pose la vraie question sur comment, aujourd'hui, l'État peut venir soutenir de façon ponctuelle sur l'année 2021 la reprise de l'activité physique et sportive dans notre pays. Et ça, il y a plusieurs thématiques, il y a plusieurs cibles qu'on a à travailler. Bien sûr, le sport professionnel, qui d'un côté, le sport amateur, aussi les salles privées. Et là, on a tout un éventail de propositions qu'on peut mettre sur la table, mais il faut avoir la volonté politique de le faire
Aujourd'hui, le problème qu'on a un peu dans ce pays, c'est qu'on a beaucoup de grands discours sur l'intérêt de la pratique sportive, sur le sport santé, sur le sport à l'école, sur le sport en entreprise, mais concrètement, après, il faut passer aux actes. Et c'est ce qui est le plus difficile aujourd'hui, avec un budget qui est assez rikiki, hein, à peu près 500 millions d'euros, le budget du sport au niveau national, donc on n'est pas dans les proportions qui seraient à mettre sur la table pour soutenir cette économie-là. Je crois que vraiment, c'est une vraie question de société. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui mettre en place sur le développement du sport? Moi, ce qu'il faut prendre aussi en compte, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a autant de pratiquants qui sont dans le monde fédéral, fédérés avec les fédérations, les clubs, et puis il y en a plus de la moitié qui sont en pratique libre. Donc, est-ce que c'est ce qu'on veut, ou est-ce qu'on veut plutôt préserver le système français qui est organisé autour des clubs, des comités départementaux, régionaux et des fédérations pour une organisation qu'on connaît depuis des années? Ou est-ce qu'on veut laisser ce système et aller vers la pratique libre? Ça, c'est une vraie question de société. Des usages, des envies de chacun. Oui, mais ça remet en cause tout un système économique et aussi associatif qui aujourd'hui repose sur les bénévoles, repose sur des partenaires. Tout ça peut être remis en cause. Donc c'est un vrai choix à faire. Et ce que j'espère, c'est que rapidement, au niveau national, ce choix soit fait et qu'on mette les moyens ciblés sur les différents acteurs. Sur votre chaîne, j'avais interpellé le ministre de la Santé. Je lui avais dit justement en octobre dernier, que le gouvernement se gargarisait sur le sport santé. Et il m'avait dit que non, que le gouvernement agissait. Et aujourd'hui, on donne accès aux salles marchandes aux personnes qui ont des certificats médicaux, qui ont des affectations de longue durée. C'est très bien, c'est très très bien, mais il faudrait que ce soit ouvert pour tout le monde. Le sport santé, c'est pas une question de maladie, c'est une question pour tous les concitoyens. C'est préventif, plus que curatif. Excusez-moi, Pierre Chaix, vous vouliez compléter. Deux petits points. Un, pour souscrire aux derniers propos de M. Savin et de Pierre-Emmanuel Danger par rapport à 2024, la dimension sportive, une offre politique réelle par rapport à une politique sportive réelle, avec la crainte actuellement d'avoir, on va dire, le souci des médailles, donc les quelques moyens qui existent centrés sur le très haut niveau pour obtenir des médailles à Paris, parce qu'il va falloir briller. Le reste de la politique sportive étant délaissé, sport à l'école, sport entreprise, etc. Donc ça, c'est une vraie inquiétude et ça manque aujourd'hui d'avoir une offre sportive, une politique sportive qui soit envisagée pour 2024 et après. Le deuxième point, il serait plus positif en disant par rapport à la diversification des offres, de la pratique sportive, les besoins que la population semble faire émerger. Je trouve que les différents sports aujourd'hui ont bossé là-dessus. Je crois que les activités comme l'athlétisme, la natation, je regardais ce matin avant de venir préparer cette émission, la fédération de canoë-kayak a cherché à diversifier ses pratiques. Les clubs faisant une offre tourisme sur les sentiers nautiques, une offre santé sur pagaie santé, une offre intégration sur handi-kayak, etc. Tous les clubs ont vraiment bossé là-dedans pour sortir de l'aspect pure compétition. C'est pas faire une course de canoë-kayak ou faire un 1000 mètres, etc. Mais c'est vraiment avoir une offre avec des gens compétents dans la discipline identifiée, mais une offre très loisir, etc. Bien encadrée, qui permette à tout le monde de pratiquer. Et je crois que par rapport à ça, la diversification des activités, toutes fédérations confondues, c'était un vrai credo ces dernières années. Et je suis plutôt optimiste par rapport à la capacité du monde sportif d'offrir ça. Sous la réserve que l'État fasse quand même des efforts pour permettre de ce rebond à la rentrée 21. Je pense que l'enjeu majeur, et pour reprendre vos propos, l'enjeu majeur des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, c'est l'héritage. Qu'est-ce qui restera derrière ces Jeux? Parce que savoir organiser des Jeux Olympiques, je pense que la France a démontré qu'elle est capable d'organiser des grandes compétitions internationales. On l'a démontré, moi je n'ai pas de soucis sur l'organisation. Il y a la préparation des athlètes, on l'a démontré aussi, les différentes fédérations sont capables de préparer leurs athlètes pour les médailles, puis après c'est le sport qui fait qu'on est médaillé ou pas. Mais ce qui me paraît le plus important, c'est qu'est-ce qui restera comme héritage en termes de sport en France? Quelle société sportive on voudra? Et c'est vrai que beaucoup de fédérations, le basket, le foot, ont développé d'autres activités, le 3-3 au basket, du foot en salle et autres. Donc on voit qu'on est en train de se diversifier et c'est là qu'il faut vraiment qu'on donne un coup de pouce à ces fédérations qui sont en train de se développer leur activité. Et une toute dernière question, il faudra répondre très rapidement. Est-ce que la montée en puissance des cours de fitness, par exemple, devant un écran de télévision, devant un PC, ça va aussi capter beaucoup de monde? Est-ce que vous pensez qu'une fois que les choses
choses seront redevenues normales, ces gens-là reviendront plutôt en salle pour pratiquer? Ou est-ce que c'est une mauvaise concurrence pour vous? Moi, j'en suis sûr à 100% que les gens vont revenir. Les gens ont besoin de contact, les gens ont besoin de ce lien social. Être devant un écran, faire son cours, ça va bien 5 minutes, mais tout le temps comme ça, c'est pas possible. Les gens ont besoin d'interagir entre eux. Pour moi, il n'y a aucun problème. Les gens vont revenir en salle, les gens vont être extrêmement motivés. Et le jour où ça va réouvrir, on sait que derrière, il y aura beaucoup de monde derrière nous. Donc, comme le disait le sénateur, il faut un petit coup de pouce pour passer le mauvais cap, mais l'optimisme reste de rigueur. L'optimisme reste de rigueur, parce qu'on est sur une telle privation aujourd'hui, et les gens sentent le besoin de faire de l'activité physique pour leur santé. Il y en a qui ont découvert ça pendant le premier confinement, ils se sont dit ça serait peut-être bien de me mettre au sport. Il y a eu une explosion des cours en visio, des salles de fitness qui se sont adaptées à la situation. Le cœur de notre métier, c'est l'adaptation. On s'adapte aux pratiquants et on s'adapte aussi à la situation. Du coup, il a fallu donner un moyen à nos adhérents de pouvoir continuer à s'entraîner. Alors restons positifs, c'est le message de cette émission, finalement, positif malgré les problèmes. Fred, je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. On vous retrouve ce soir dans le Journal des Alpes pour votre page sport. Messieurs, merci à vous. Comme d'habitude, le débat était de qualité. Il a donc passé très vite. Merci d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, nous parlerons politique pure avec Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble, sera notre invité. Lui, à qui beaucoup prêtent désormais des ambitions nationales. Rendez-vous donc dimanche prochain. D'ici là, belle semaine à tous sur France 3.